Le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions Cédric Girard, Laurent Muller, Arakis10, Ereger, Bastien Guend, Benjamin, Charles-Étienne B. Vidal, Olivier Taglang et Laurent Danziger. Merci à vous tous qui permettez à cette émission de fonctionner de manière autonome. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume de manière simple, compréhensible et distrayante tout ce qui est internet, gadgets et j'en oublie un. Technologie, oui c'est ça, ça peut peut-être compter la technologie dans le Rendez-vous Tech. Je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de vous annoncer que mon bébé a eu la gentillesse d'attendre avant de naître, d'attendre qu'on fasse cet épisode du Rendez-vous Tech important puisqu'on va parler des failles Meltdown et Spectre, du CES, des scandales des batteries d'Apple et de plein d'autres choses. Tout ça en 1 heure seulement, bon à peu près, puisqu'on a avec nous Jeff qui nous rejoint de la Silicon Valley. Comment ça va Jeff? T'es en forme? La forme, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonne année, bonne santé, tout plein de bonnes choses à vous et aux vôtres. Et puis un super bébé pour Patrick et Sonia. Oui, bah il est possible que les contractions commencent pendant l'émission. On est vraiment au dernier moment là. On est à, je sais pas, peut-être, enfin ça pourrait vraiment être demain, ça pourrait être dans 2 semaines, je sais pas. Mais il est dû quand? C'est aujourd'hui, demain? C'est non, quoi dans 8-9 jours, mais tous les médecins nous disent que ça va pas aller plus loin. Ça sera sans doute avant. Donc avant, c'est peut-être. Tu Super. vois? Ouais. Donc on est tout excités. On est à peu près prêt, on pense, mais on verra. Tout le monde me dit non, mais tu peux jamais être prêt, dors autant que tu peux, etc. Donc on verra. Ah ouais, parce que là, de toute façon, tu dors plus pendant 20 ans, quoi. C'est ça, à peu près. Ouais, c'est ça à quoi je m'attends. Mais bien plus important que ça, depuis Las Vegas, c'est Julien Cadeau, rédac chef de Numérama, qui se joint à nous et qui est en plein pré-CES. Comment ça va, Julien? Eh bien, ça va très bien. Merci pour l'invitation, Patrick. Et non, je suis pas plus important que ton bébé, hein. Je tiens à le dire. Voilà. Dans l'instant présent, tout de suite pour cette émission, vous êtes tous les deux les seules choses qui sont dans mon cœur. Vous voyez, je fais les choses de manière très professionnelle. Super. Donc, vous avez tous les deux assez peu de temps parce que vous courez partout et donc on va se lancer immédiatement. On a beaucoup de choses à couvrir. J'espère que le format court plaira aux auditeurs. Enfin, court, je dis toujours ça se trouve je finirai l'émission tout seul pendant encore 20 minutes. Mais on va commencer avec la grosse urgence de ces derniers jours, de ces quelques derniers jours, les failles Meltdown et Spectre, dont vous avez certainement entendu parler, qui touchent tous les processeurs, une partie des processeurs pour, je sais jamais laquelle c'est, Spectre ou Meltdown, et tous les processeurs qui ont été créés depuis 20 ans pour l'autre faille. Et c'est des failles assez sérieuses. Donc je voulais prendre une petite minute pour résumer un petit peu de quoi il s'agit aux auditeurs qui sont peut-être un petit peu curieux et qui comprennent pas bien. Je vais vous rassurer peut-être parce que il n'y a pas grand-chose qui comprend exactement de quoi il s'agit, c'est assez technique. Je vais sans doute faire des erreurs, mais je vais essayer de résumer ça de manière compréhensible. Et puis ensuite, surtout, je vous dirai ce qui est important, et ce qui est important est assez simple. Alors, il y a 2 failles. La faille principale, c'est une faille qui, en gros, la raison pour laquelle le monde entier panique, c'est que ça a à voir avec les algorithmes prédictifs des processeurs qui vont aller chercher des données avant que ces données ne soient vraiment nécessaires pour exécuter vos programmes. Et cette prédiction permet d'accélérer les résultats des calculs. Et ça donne des boosts de performance significatifs. Et Intel a commencé à implémenter cette solution il y a bien longtemps. Le problème, c'est que normalement, les programmes cohabitent dans le processeur de manière complètement indépendante et isolée. C'est-à-dire qu'un programme ne peut pas avoir accès aux données d'un autre programme. Sauf que dans le cadre de ces calculs prédictifs,
un programme peut voir ce qu'il y a dans la mémoire tampon d'un autre programme. C'est un problème avec l'hyperviseur, le supervisor, qui donne en fait accès de manière erronée aux données qui sont peut-être parfois un peu aléatoires d'un autre programme dans le cœur des processus. Alors encore une fois, c'est très résumé. J'espère que je n'offenserai pas les spécialistes du sujet, mais j'essaye de l'expliquer de manière certaine. Ah bah merci Julien. Et donc le problème, c'est que ces données sont souvent pas utiles, mais si un acteur mal intentionné réussit à systématiser ce genre de lecture de données un petit peu aléatoires, il pourra peut-être y trouver des données importantes. Comme des données, bien sûr, la chose la plus importante, ça peut être les données personnelles ou les mots de passe, ce genre de choses. Et bien sûr, c'est difficile d'obtenir ça, mais si on le fait de manière systématique et qu'on obtient ces données et qu'on les renvoie à quelqu'un hors de votre ordinateur, eh ben, ça peut, sur le long terme ou sur la quantité, provoquer des problèmes sérieux. Et le gros souci, disons que sur les ordinateurs personnels, c'est un petit peu moins risqué, encore que il y a eu des preuves, des proof of concept qui montrent que un programme JavaScript, donc dans n'importe quel navigateur, pourrait tirer parti de cette faille. Mais surtout, là où c'est très très problématique, c'est pour les ordinateurs qui travaillent dans le cloud, donc les serveurs, où il y a des programmes et des utilisateurs qui partagent le même processeur, donc les hébergements qui sont mutualisés par exemple, ou les centres de calcul qui utilisent plusieurs programmes sur le même processeur de différents clients. Eh ben, ça pourrait vouloir dire que un de ces clients peut aller voir ce qui se passe dans la mémoire tampon des programmes des autres clients. Donc évidemment, tous les acteurs qui utilisent du cloud se sont précipités à implémenter la correction logicielle à cette faille. Et le problème, c'est que la correction logicielle implique une perte de performance qui va alors ce qu'on a entendu, c'est 5 à 30%. C'est pas non plus complètement avéré parce que ça dépend du type d'utilisation qu'on a du processeur. Certaines utilisations sont plus ou moins dépendantes de cette correction. La correction, c'est de simplement vider la mémoire cache à chaque fois qu'on fait une nouvelle opération. Donc on supprime en fait l'utilisation de de ces algorithmes prédictifs. Et donc, évidemment, ça ralentit. Oui, c'est-à-dire que, si j'ai bien compris, à chaque cycle... Ça peut être monstrueux, ouais. Parce qu'en fait, voilà. Tu vas te baser sur le cache de manière à faire tu gagnais beaucoup d'efficacité, justement, grâce au cache. Donc, le fait que en gros, on rétrograde quelques 2 ans ou 3 ans en arrière en termes de technologie de processeur, quoi. Là où c'est assez inquiétant, c'est que ça faisait pour l'une des fonctionnalités 10 ans et pour l'autre 20 ans, enfin pour l'une des failles 10 ans et pour l'autre 20 ans, que les processeurs utilisaient ces techniques. Donc vraiment l'ensemble du parc installé, et ça touche, encore une fois, l'une des fonctionnalités principalement les processeurs Intel, l'autre touche Intel, AMD, ARM, donc tous les mobiles, tout le monde est impacté. Alors là on peut se dire super panique. Mesurons un petit peu le niveau de panique. D'une part, les fonctionnalités la faille a été découverte en juin dernier, donc les constructeurs ont largement eu le temps de réfléchir à comment la contrer. Entre parenthèses, des gens chez Intel le président d'Intel, Brian Kranich, a vendu ses actions. Quelques jours après, autant qu'il en pouvait, il les a toutes vendues. Donc là, il y a carrément, visiblement, si c'est avéré, un délit d'initié gros comme une maison. Mais donc ils en ont entendu parler en juin. Ils ont eu des mois pour trouver une parade. L'affaire est sortie il y a quelques jours avant qu'il n'ait été prêt à la révéler. Mais de fait, les corrections sont prêtes. Elles sont en cours de déploiement. Elles ont déjà été déployées par certains, en cours de déploiement chez les autres.
Oui, il risque d'y avoir une perte de performance. On a entendu que sur les serveurs de jeux comme de Epic Games, sur le jeu Fortnite, ça a eu un fort impact de 17 à 44%. Mais pour les utilisations classiques, pas sur les serveurs, sur les ordinateurs normaux, ça devrait avoir un impact beaucoup moins important. Et puis à terme, les corrections de cette faille seront améliorées et donc auront encore moins d'impact sur les performances. Mais bon, de fait, il faut appliquer le patch. Je dirais que c'est pas vraiment la peine de paniquer parce que d'une part, on peut pas y faire grand-chose. Tout le monde est concerné, absolument tout le monde. La faille est quand même difficile à utiliser à grande échelle, surtout maintenant que la faille est corrigée. Et puis, voilà. Et puis la faille est corrigée tout court. Donc, à voir combien de performances ça va bouffer. Il faudra faire des études, mais de toute façon, on peut rien y faire. Donc voilà, la seule leçon à tirer, enfin la seule chose à retenir, c'est si vous voulez acheter un nouvel ordinateur ou une nouvelle machine, attendez que les machines soient certifiées comme n'ayant plus cette faille. Et ça devrait être le cas des nouveaux processeurs qui arrivent. Alors, je ne serais pas si optimiste, Patrick, parce que en fait, il faut voir la roadmap d'Intel sur ces processeurs. Moi, ce qu'on m'a dit, pas en off, hein, donc c'est des discussions, mais ça va prendre 2 à 3 générations avant d'avoir des processeurs corrigés, parce qu'il faut repenser la manière dont ils fonctionnent dès le début de la R&D. Et donc, en fait, si les personnes, les ingénieurs de chez Intel commencent à penser à ça maintenant, on n'en verra pas avant 2 ou 3 générations, c'est-à-dire 4 à 5 ans. Ah, tu veux dire que les prochaines générations ne sont pas corrigées déjà ? Non, ça peut pas être corrigé comme ça en fait en une génération. Le fait est que on est sur des failles vraiment de design, donc de design du processeur, qui fait que on va pouvoir les mitiger. Donc en fait, on va tendre vers le zéro. C'est ça qu'on appelle la mitigation de la faille pour le coup du côté de la sécurité informatique. Et ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est qu'on va avoir des processeurs qui vont être de plus en plus sûrs. La faille pourra pas être corrigée, on n'aura pas transformé le fonctionnement même du processeur. D'ailleurs, il y a des gens comme Linus Torvald, entre autres, qui ont dit c'est un gros problème de conception du processeur à la base parce qu'ils ont fait une course à la performance en privilégiant la performance par rapport à la sécurité. Bien sûr. Et c'est aussi le discours d'Intel qui dit très clairement dès son premier communiqué, ce n'est pas un bug. Alors ça, c'est le processeur fonctionne comme il devrait fonctionner. It works as intended. Et c'est important ces deux termes, as intended, ça veut dire ne nous dites pas qu'on a un bug dans nos processeurs ou qu'on a mal fait les choses. En fait, on a fait les choses comme on le voulait. Le problème, c'est que oui, on exploite une faiblesse maintenant qui a été démontrée, mais il va falloir repenser le truc à grande échelle en fait et en profondeur. Moi, j'ai tendance à peut-être calmer un petit peu le jeu, comme souvent ces derniers temps, parce que la performance a été réelle, le gain de performance a été réel pendant très longtemps, et maintenant il est mitigé. Alors, il y a peut-être des problèmes sur, je sais pas, les routeurs, l'internet des objets, tout ça, où ça peut poser des problèmes, mais là encore, ce type de faille est difficile à exploiter dans ce contexte. Bien sûr. Donc, j'ai l'impression qu'au final, on y a quand même gagné parce qu'on avait des gains de performance qui étaient de 20 à 30% parfois grâce à ces techniques. Donc oui, peut-être qu'il aurait fallu être plus prudent, mais au final, il n'y a pas de catastrophe. Ah oui, ce que je voulais dire, c'était surtout pour le coup, ne pensez pas trop à ça quand vous achetez un ordinateur, parce que de toute façon, en gros, voilà, acheter ou un ordinateur sous Windows à acheter dans les mois qui viennent, ne vous dites pas, j'attends la fait, parce que celui qui sera Ripple la connexion coupe un peu, Julien. Excuse-moi, on t'entend pas très bien. Ah, pardon. Mais ce que tu dis, oui, c'est que en fait, ça vaut pas le coup d'attendre en fait une prochaine génération, contrairement à ce que je disais, parce que les prochaines, la faille sera corrigée de manière logicielle, mais la faille va continuer à exister jusqu'à ce qu'ils revoient l'architecture de leur processeur, et ça peut prendre longtemps, quoi. Donc ça sert à rien de décaler un achat. C'est ça. D'accord. Exactement. Okay. Quand tu penses à l'impact en termes de performance, l'impact négatif sur les performances, c'est absolument incroyable, quoi. Donc en gros, soit t'es un peu t'es tranquille, mais tu rames, et donc faut quasiment pas doubler, mais là où t'avais 2 machines, il en faudra 3. Soit tu continues la même performance, mais
t'as des problèmes de sécurité. Oups. Ouais, bah ça, je crois que personne ne va vouloir prendre le risque des problèmes de sécurité, ou très peu de gens. Et donc, ça veut dire, pour les particuliers, je pense que même un impact de 20-30%, ça va pas se sentir énormément, parce que c'est pas en permanence 20 à 30% sur toutes les applications. C'est pas que votre processeur perd 20 à 30% de puissance. C'est que dans certains cas, sur certains trucs, ça va entre 5 et 30 aujourd'hui. Donc, pour les particuliers, je pense que ça se sentira pas énormément. Même dans les jeux, c'est surtout le coprocesseur graphique qui tourne. Par contre, pour les sociétés et les centres de données, ça risque effectivement de se sentir. J'imagine que les gens avec lesquels tu travailles, Jeff, ils sont en train de sortir leur calculatrice et de voir comment ça va les impacter, parce que là, ça peut avoir des conséquences sensibles, quoi. Tu vois l'exemple que tu donnes avec Epic Games qui a patché un serveur et qui voit une augmentation de CPU de 25% en termes de consommation. Je veux dire, c'est énorme, effectivement. Donc l'impact économique pour les utilisateurs est énorme. Et effectivement, tu as plein d'applications où tu dis non, on va pas utiliser les patchs à cause de l'impact de performance. Mais il y a plein de technologies qui commencent juste à accepter le concept de cloud, où en gros ça va les faire rétropédaler, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, c'est une grosse faille, c'est certain. Moi, je pense que ça vaut pas la panique. En gros, si vous savez pas déjà que vous devriez paniquer et patcher très très vite tous vos systèmes, ça veut dire que vous pouvez vous contenter, entre guillemets, de faire les mises à jour comme elles sont censées être faites. Là où il y a des petits problèmes, c'est avec certains antivirus qui tournent sous Windows par exemple, qui n'acceptent pas les mises à jour en dehors du cycle classique, qui considèrent que c'est des virus, donc ça peut provoquer des écrans bleus de la mort, ce qui évidemment est un problème. L'autre question qui se pose, c'est depuis combien de temps est-ce que la NSA par exemple, ou les services secrets de différents pays, avaient accès à ces failles? Oui, ils ont été plusieurs à les trouver maintenant parce que c'est la direction dans laquelle on va et donc ils les ont trouvées. Mais est-ce que d'autres organismes n'y avaient pas déjà accès? Que ce soit des organismes d'État sans doute, parce que c'est eux qui cherchent ce genre de trucs avec beaucoup de ressources. Et peut-être qu'ils y avaient déjà accès depuis un moment et qu'ils s'en servaient. Pas pour espionner sur tout le monde, ça c'est peu probable, étant donné la faible fiabilité de cette méthode. Mais par contre, pour des attaques dirigées sur des personnes spécifiques, c'est pas impossible du tout, quoi. Donc voilà pour le petit résumé sur Meltdown et Spectre. Passons au plat de résistance. Ça c'était juste les amuse-bouches. Le CES, et donc toi Julien tu y es. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'ambiance que tu... Alors le CES ne commence que demain. Là c'est vraiment le pré-CES. Hein. On a eu quelques annonces de la part d'Intel et de Nvidia, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'y passe, qu'on y voit dans cette effervescence d'avant le début? Alors oui, j'espère que vous m'entendez mieux que tout à l'heure. Je me suis rapproché surtout de magnifiques moquettes. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Las Vegas. C'est le temple écoute, des ça coupe toujours un petit peu quand même par rapport à tout à l'heure. Je ne sais pas si on a moins. Malheureusement, Vegas, c'est aussi les Wi-Fi pourris dans les hôtels. C'est donc, ça, ouais. Ouais, on a trouvé peut-être un personne. Est-ce que là, peut-être, vous m'entendez mieux? Ah, là, ça va un petit peu mieux. Continue, je te dirai si ça colle pas. Ok, super. Donc Vegas, là, en fait, c'est un peu l'effervescence. Tous les journalistes sont arrivés et on se retrouve à faire en fait les pré-conférences, moment où les sur scène par. Et excuse-moi, du coup, Julien, je t'interromps. Effectivement, ça marchait très bien avant qu'on commence à enregistrer, et là, c'est très haché ce que tu nous dis. Donc, je sais pas si tu peux te mettre à un autre endroit encore. Ouais. T'as pas une connexion fixe. Il est dans la presse room en fait. Je suis dans la salle de presse en fait. On est assez mobile. Je vais essayer de me rapprocher des routeurs. D'accord. Tentons. Je vais vous trouver. Voilà. Alors, est-ce que là je suis toujours haché ou? Écoute, ça a l'air d'aller mieux. Deuxième tentative. Okay, vas-y. Je peux essayer. Alors du coup, on parlait des conférences qui ont eu lieu ce matin et hier soir pour nous. Pour vous, c'était dans la nuit, hein, probablement. Et en fait, on a commencé par Nvidia.
hier soir, qui a donné le de ce que la marque va faire sur 2018 et sur les années à venir. Et clairement, ils ont parlé à 90% de voitures autonomes, alors qu'on les connaît un peu pour le gaming, pour les jeux vidéo, etc. Pour moi, c'est assez fort comme signe, et je pense que c'est clairement une des tendances de ce salon. On va voir beaucoup de voitures, beaucoup d'équipementiers, beaucoup d'industriels qui vont nous parler de l'autonomie des véhicules. Alors ça rentre dans la technologie, hein, c'est un des nouveaux secteurs qu'on couvre aussi également sur Numérama pour ça. Ça rentre dans effectivement cette espèce de grand écosystème de l'automobile qui est en train de se réinventer aujourd'hui. Donc je pense que ça va être une des tendances. La deuxième, je dirais que on va voir pas mal de Google, notamment avec Assistant. Ils ont acheté énormément de pubs dans Vegas. On voit beaucoup de publicité pour OK Google, Dis Google, etc. Et ce matin, LG par exemple a présenté ses téléviseurs équipés de Google Assistant. L'année dernière, il faut savoir que c'était Alexa qui était en force sur le CES. Hein. Il y avait des objets Alexa partout, on en trouvait des centaines. Cette année, j'ai l'impression qu'on a le rival, hein, du coup Google avec son assistant qui va être très très présent chez les constructeurs. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se confirmer chez Samsung, qui a aussi Bixby de son côté et qui a vraiment envie de le mettre en avant, et chez les autres comme Sony qui fait déjà une enceinte type Google Home, etc. Donc voilà, je pense que vraiment on va avoir ces deux directions. Après, comme d'habitude, le CES... C'est vrai qu'on a. Je t'interromps juste un moment pour commenter ces deux choses-là. C'est vrai qu'on a une orientation de Nvidia sur les voitures autonomes depuis, je crois déjà un an et demi, qui leur est très profitable. Ils font vraiment un énorme pari là-dessus, avec aussi d'ailleurs une focalisation sur la réalité augmentée pour les interfaces dans ces voitures, qui est clairement une de leurs ambitions. Et tu parlais de Google Home, ils font un gros push effectivement, mais on a vu aussi HP, Asus, Acer et d'autres annoncer l'intégration de Alexa, donc de l'assistant d'Amazon, dans leur PC sous Windows 10. Ce qui est intéressant également, puisque ils sont un petit peu en train de couper l'herbe sous le pied de Cortana, qui est l'assistant de Microsoft, mais qui évidemment est moins développé dans le contexte, dans le cadre de cet assistant intelligent, des enceintes intelligentes. Et c'est la porte d'entrée par laquelle Alexa et Amazon ont conquis et sont en train de conquérir un petit peu l'ensemble de l'industrie de la tech. L'intégration dans des PC de constructeurs est assez intéressante aussi. Petit clin d'œil aux gamers, Nvidia a également annoncé un partenariat avec des constructeurs pour lancer une initiative de standardisation des écrans gamers 4K 120 Hz 65 pouces, donc écran énorme. Évidemment, j'imagine que le prix va être important aussi, mais il n'a pas été communiqué. Pourtant, ouais. Voilà, c'est normal. Après, c'est intéressant avec ces écrans parce que en fait, ça a duré 1 minute pendant la conférence. Il les a même pas montrés sur l'écran. Tout le monde en parle, effectivement. On va pouvoir les voir demain. A priori, sur le salon, Asus a amené le sien. Alors, à mon avis, en termes ça sera un prototype. Hein. On a vu des photos déjà. Il est très 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 épais. Parce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, le maximum qu'on peut avoir sur un moniteur classique, c'est du 120 Hz sur du 27-32 pouces. Là, on parle du double et en 4K. Non, mais imagine-toi, 65 pouces, c'est la taille, c'est plus grand que ma télé, quoi. Et ma télé. C'est plus grand que ma télé aussi, ouais. Donc c'est un petit peu étonnant. Je pense pas qu'il y aura un immense marché, mais les gros gamers seront peut-être intéressés, mais enfin mettre ça sur son bureau, je sais pas très bien comment ça va passer. Et puis enfin, non, c'est pour le salon, hein. C'est pour le salon et c'est clairement aussi c'est intéressant parce que Nvidia n'a pas lancé les cartes graphiques. Elle tourne sous Nvidia Shield d'ailleurs. C'est ça. C'est sous Shield TV, donc Android TV, avec toutes les options Nvidia configurées dessus. Donc, ils pensent évidemment au streaming depuis votre PC, etc. Mais donc, c'est pour toi plutôt effectivement des télés pour gamers que des écrans. Oui, c'est pas sur un. T'as raison, c'est logique. Ça a été énormément. Comme on nous en a parlé, en tout cas, c'était pour le salon.
C'est pas pensé oui, bien pour un sûr. bureau. Non, mais t'as raison. 65 pouces devant à trop 20 gros. centimètres des yeux, ça serait bizarre. Et on a Oui. enfin Intel, donc, qui a annoncé sa 8e génération de processeurs, donc qui malheureusement intègre également les failles Meltdown et Spectre, comme tu le mentionnais, a priori, hein, et qui inclut par contre des coprocesseurs graphiques Radeon de Nvidia, sacrilège, de AMD. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils vont intégrer aussi les coprocesseurs intégrés d'Intel, donc les Intel HD Graphics, donc ils pourront tourner en mode faible consommation quand ils n'auront pas besoin de un petit peu plus de puissance. Et puis en mode meilleure puissance quand ils en auront besoin pour les jeux ou surtout pour la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Et ils ont mentionné le fait que, ils ont présenté également leur nouveau NUC, leur New Unit of Computing, donc leur mini PC en quelque sorte, qui font la taille à peu près d'un livre, et donc qui pouvaient faire tourner de la réalité virtuelle. C'est une alliance assez surprenante parce que AMD et Intel bien sûr sont concurrents sur le domaine des processeurs classiques, et là ils font une alliance pour les coprocesseurs graphiques dont Intel a bien besoin parce qu'ils ne réussissent pas à faire des coprocesseurs graphiques assez puissants pour les tâches qui sont gourmandes, et donc là c'est un petit peu un gagnant-gagnant. AMD vient vendre de leurs machines pour on va dire le bas de la gamme de la puissance graphique par Intel. C'est une alliance un petit peu surprenante, mais qui finalement est assez cohérente, je pense. Oui, je trouve ça assez cohérent aussi, d'autant que AMD de son côté, enfin comme tu dis, gagnant-gagnant, mais pas mal gagnant quand même, parce qu'ils ont beaucoup besoin de leurs partenaires. On sait qu'ils équipent les consoles, les ordinateurs et les laptops Apple. Grâce à des contrats d'exclusivité depuis de très longues années, et en termes de puissance brute et de consommation, quand on les met par rapport à des cartes Nvidia, aujourd'hui même les dernières Vega ne sont pas à la hauteur. Donc, je pense que pour AMD c'est une très bonne nouvelle de pouvoir s'intégrer comme ça dans des plateformes toutes faites qui vont être vendues directement aux constructeurs. C'est sûr. Et c'est très intéressant de voir que AMD donc se dirige vers ce type de partenariat, alors que Nvidia, eux, ils sont allés s'étendre beaucoup plus loin, beaucoup plus vaste avec leurs ambitions sur les voitures autonomes. Donc c'est tout un nouveau marché qu'ils ont essayé d'ouvrir, et c'est quelque chose qui leur réussit, mais bon, à voir comment ça se développera dans les années à venir. Ce que tu mentionnais, clairement, qui est intéressant aussi, et qui va intéresser Jeff peut-être s'il se remet au jeu un jour, c'est qu'effectivement les machines, les Mac utilisent des processeurs Intel et des processeurs AMD. Pour le coup, ça voudra peut-être enfin dire des machines. Alors, ils consomment beaucoup pour des processeurs à intégrer dans des portables, mais peut-être que la suite sera des processeurs portables qui peuvent faire tourner des jeux pour les MacBooks. Ça serait une bonne nouvelle, ça. Ça serait bien, ouais. C'est cool. Ouais, parce qu'en fait, pendant ces vacances, j'ai remis un peu de temps dans mon Hunter. Tu te remets à World of Warcraft. Je ne sais pas si je me remets, mais j'ai passé un peu de temps à m'amuser avec mon Hunter. Et comme je déteste la nouvelle génération de MacBook d'Apple, j'ai toujours mon vieux MacBook Pro qui date maintenant d'il y a 2 ans. Et effectivement, aujourd'hui, ça continue à fonctionner, mais à un moment, je vais avoir la crise existentielle de qu'est-ce que je fais avec le MacBook, est-ce que je l'upgrade et je prends une machine que je hais, ou parce que j'adore les Macs. Mais c'est un vrai problème. Mais mon fils a une grosse babasse monstrueusement lourde de chez, je sais pas si c'est un Asus ou je sais plus quoi, mais ouais. C'est un monstre de PC, quoi. Mais c'est vrai que ça va vite. Ah, c'est sûr. Et là où c'est intéressant, c'est que ces machines-là seront a priori capables de faire tourner de la réalité virtuelle aussi et de la réalité augmentée. Et donc, ça va amener petit à petit toutes les machines du marché, petit à petit, hein, parce qu'il y en aura toujours qui pourront pas, évidemment, mais une plus grande partie des machines du marché qui seront équipées de ces coprocesseurs graphiques spécialisés.
qui pourront faire de la réalité virtuelle. Donc, on s'en approche petit à petit, et la réalité augmentée est également. Plus j'en entends parler de la réalité augmentée, et plus je me dis qu'il y a vraiment un truc qui va arriver dans les années à venir, pas demain, pas l'année prochaine, mais dans les 5-10 ans à venir. Je crois qu'il y a vraiment des choses qui vont se passer dans ce domaine-là, quoi. Je crois que la réalité virtuelle est très intéressante. La réalité augmentée risque d'être de plus en plus de chances, je suis pas encore convaincu, mais de plus en plus de chances d'être la vraie étape suivante dans l'interface homme-machine. Mais bon. C'est possible. Et Nvidia, hier, on a fait une belle démonstration sur les voitures. Quand ils sortent leur Nvidia Drive AR pour réalité augmentée, le message, c'est comment on va amener la voiture autonome, c'est faisant preuve de pédagogie. Donc, comment on fait preuve de pédagogie pour dire aux gens, voilà, maintenant votre voiture conduit toute seule, on va montrer ce qui se passe à l'intérieur d'une voiture autonome. Donc, en fait, ce qu'ils montraient sur leur démonstration, c'est que sur le tableau de bord, le conducteur peut voir ce que la voiture voit. Il voit ce que la voiture a évité, ce qu'elle a vu, quel a été le piéton, par exemple, qui est passé devant, comment elle l'a encadré, comment elle l'a réceptionné, comment elle a interagi. Et ouais, on a clairement une utilisation là qui pourrait être massive. Sauf que c'est à cause de ça que tu vas te choper un accident, parce que tu passes ton temps à regarder ce que la voiture voit et tu regardes pas la route. Bah non, mais non, la voiture elle conduit toute seule, Jeff, enfin. Elle conduit toute seule, déjà. Mais ouais, mais c'est du soft, c'est des bugs. Je veux dire, je viens juste de, c'est pas pour expliquer ma petite vie, mais je viens de changer de voiture et ma voiture est level 2, donc un deuxième niveau d'autonomie. Et en gros, ça je faisais une démo à ma femme. À peu près, ouais, en gros, c'est tu mets en place les capteurs, donc radar, lidar. Il y a pas de lidar, il y a un radar et caméra. Et en gros, tu dis quelle vitesse à laquelle tu veux aller, t'appuies sur le bouton et la voiture conduit toute seule. Et tu peux effectivement faire olé olé avec les mains. C'est pas une Tesla, c'est autre chose. Et donc c'est super. Sauf que pendant la démo, ce que j'avais pas bien vu, c'est que tu peux tourner mais pas trop. Et en gros, on se prend une courbe et la bagnole, en gros, elle va tout droit, quoi. Donc j'ai récupéré, mais ça démontre que faut faire attention, on n'est pas encore là, et que passer de niveau 2, niveau 3 au niveau 4, niveau 5 qui est complète autonomie, c'est un travail extrêmement compliqué, que ce soit en termes de cartographie et en termes de senseurs et de rapidité à laquelle tu dois acquérir les données, puisque plus tu vas vite et plus les choses vont vite, et plus tu as besoin de gérer les signaux, tous ces signaux en temps réel. C'est sûr, oui. Et les catégories de processeurs qui existent aujourd'hui n'ont pas le design qui permet de le faire. Ah, mais c'est parce que t'as pas encore les processeurs Nvidia, Jeff, c'est pour ça. Nope. C'est là que Nvidia joue bien son coup, parce que quand ils intègrent dans leur plateforme tous ces outils, ils en intègrent aussi des virtuels. Et c'est là où ils vont dire au constructeur, ben voilà, votre voiture, votre prototype, au lieu de lui faire 1 million de kilomètres en réel, on va le simuler de manière précise, avec sa capacité de calcul, etc., sur un serveur, sur une ferme de serveurs. Et on va lui faire des chemins qu'on va changer petit à petit, et on va lui en faire 1 million en 2 semaines. Et là, la voiture a appris. Et cette intelligence, cet apprentissage machine qu'on a fait d'un côté, on va le transférer sur une vraie voiture qui aura fait comme si elle avait roulé pendant des millions de kilomètres alors qu'elle n'a pas encore bougé. C'est une solution qui propose aussi. Tout ça se passera sans aucun problème. Le trottoir au premier tour, non ? Aucun problème, c'est ça. Moi, je suis sûr que ça va fonctionner parfaitement du premier coup. Il y aura aucun souci. D'autres choses que tu vois, soit en ce moment, soit qui risquent d'être importantes pendant ces quelques jours du CES, Julien, à ton avis ? Au-delà des assistants et de la voiture autonome, j'ai l'impression que le CES, il va être assez fidèle à sa réputation, et on va avoir pas mal de technologies d'écran. Alors, on connaît déjà LG et Samsung avec leurs 2 technos qui s'opposent, le QLED et l'OLED. Je sais pas si tu as déjà pu en parler et détailler ces 2 types de dalles. Je pense qu'on va voir quand même pas mal de raffinement de ces 2 technologies, et surtout on va les voir se déployer sur d'autres types de devices. Alors je les imagine moins vers les télés, plus sur des sortes de cadres qu'on mettrait chez soi, des sortes de télé, mais bien intégré à un environnement, un mobilier d'intérieur. Comme le frame qu'on avait déjà vu Samsung, ouais. Non, il y a quelques mois. J'imagine bien LG aussi se lancer là-dedans, Samsung bien améliorer sa technologie, et toujours l'intégrer de plus en plus pour que l'écran disparaisse, en fait.
qui soient là quand on le veut, mais qui disparaissent vraiment dans le mur à un moment ou à un autre. Ils en étaient assez capables l'année dernière. Je pense qu'ils vont quand même foncer là-dessus. Et le CES, c'est quand même un endroit où on voit beaucoup de télé et beaucoup de technologies de projection aussi. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Écoute, très bien. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on peut dire du CES avant qu'il n'ait vraiment ouvert ses portes. Exactement. Je vous propose qu'on passe à au scandale. Bon, toutes les semaines il y a un autre scandale. Au scandale d'il y a une dizaine de jours avec les batteries Apple et comment dire. Alors c'est un sujet qui est délicat à traiter parce qu'il déchaîne les passions. Les pour et les contre se retrouvent dans un combat, une confrontation violente sur ce sujet. Alors, expliquons un petit peu ce qui se passe et ce qui s'est passé. Les batteries lithium-ion s'usent. Et quand les batteries lithium-ion sont usées, pour tous les constructeurs, tous les types de batteries, en fonction d'un certain nombre de cycles de recharge, c'est comme ça qu'on compte, elles ne réussissent plus à délivrer autant de puissance en voltage, si je ne m'abuse, qu'avant. Alors ça se joue à pas grand-chose, mais au bout de, on va dire, 1 an, 2 ans d'utilisation, les machines qui sont particulièrement sensibles à cette question du voltage peuvent, dans certaines conditions, rencontrer des problèmes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces conditions ? Si la batterie, donc, est usée, si elle est déchargée, en fonction de la température de l'appareil et en fonction de la charge demandée par le processeur. Quand le processeur demande une puissance que la batterie ne peut pas délivrer, ça se joue à pas grand-chose, mais c'est relativement rare comme cas, mais ça peut arriver. Le système, dans le cas d'iOS spécifiquement, le système va initier un reboot, même pas un reboot en fait, il va éteindre la machine pour protéger le processus. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que avec un appareil un petit peu ancien, il pouvait arriver. Quand on dit un petit peu ancien, c'est pas antédéluvien, ça peut être 2-3 ans. Donc, c'est pas non plus des trucs très très vieux. Il pouvait arriver que quand votre batterie arrivait autour de 30% particulièrement, votre appareil s'éteigne sans prévenir. Évidemment, c'est pas super pratique. Il fallait attendre un petit peu, soit que la machine se refroidisse, soit quelques minutes pour pouvoir le rallumer. Moi, ça m'était arrivé, peut-être que ça vous était arrivé aussi. Ça m'était arrivé, je dirais que ça m'arrivait une fois toutes les 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Bon, c'était pas hyper agréable, c'était un problème qui était connu et c'était un problème qui était quand même gênant. Qu'a fait Apple ? Ils ont dit, on sait qu'il y a des machines qui s'éteignent. On a réussi à trouver une parade, on a corrigé le problème. Ils l'ont annoncé il y a quelques mois, la dernière WWDC, si je ne m'abuse, ou celle d'avant. Et ils ont appliqué ce correctif aux iPhone 6 et récemment 6S et 7. Que fait ce correctif ? Quand il détecte que les conditions sont réunies, pour une possible extinction de l'appareil, il va limiter la puissance que peut demander le processeur pour qu'il ne puisse pas demander autant de puissance qu'il voudrait et donc pas travailler aussi vite qu'il pourrait pour éviter que la machine ne s'éteigne. Donc, concrètement, et c'est là qu'on arrive à au gros point de controverse. Concrètement, Apple ralentit votre vieille machine pour éviter qu'elle s'éteigne. Là où on perd les subtilités, c'est qu'ils les ralentissent dans certaines conditions spécifiques où l'alternative serait une chance de s'éteindre. Évidemment, peu de gens ont entendu cet aspect. C'est évidemment problématique puisque, de fait, ils ralentissent les machines. Là, sont montés au créneau les gens qui parlent d'obsolescence programmée. Ce qui est discutable parce que la conséquence, c'est que votre téléphone s'éteint pas alors qu'il devrait pas. Et je pense, moi, de mon point de vue, ça prolonge la vie de votre machine. Mais bon, ceci mis à part, scandale éclate. Apple a évidemment très mal communiqué sur cette fonctionnalité, sur ce correctif entre guillemets ou ce changement. Là, on est d'accord, ils ont clairement fait une énorme bourde à ce niveau. Ils s'en rendent compte.
et propose un changement de batterie pour tous les téléphones du 6 au 7, donc 6, 6S, 7, sans poser de questions pour $29 ou 29 €, j'imagine que c'est à peu près, au lieu de $89, 89 €. Voilà en gros le résumé tel que je le vois. Je comprends pourquoi les gens se sont emballés et estiment que c'est Apple qui fait mal les choses. De mon point de vue, on n'est pas du tout dans un cadre absolument scandaleux, et il y a plein de gens qui vont dire que c'est mon amour pour Apple qui parle, et vraiment c'est pas le cas, j'essaye de voir les choses de manière objective. Mais la faute d'Apple, pour moi, réside dans le fait qu'ils ont mal communiqué sur le sujet, parce que l'implémentation, elle me semble nécessaire et pas trop mal. Ils auraient dû donner plus d'informations, ça on est d'accord. Qu'est-ce que t'en penses, Julien, toi, de ce qu'ils ont fait et de la manière dont ils l'ont fait? Je te rejoins assez sur l'erreur de communication, hein. On sait que Apple a quand même une culture du secret qui est pas cachée, hein, et ils ont parfois du mal à être transparents avec ce qu'ils font. Ce qui est un peu idiot en ce moment, parce que on voit que quand la transparence est bien faite, elle a tendance à rassurer les gens, et ils se sentent moins amenés à trouver des théories un peu conspirationnistes sur le grand Apple qui va détruire nos ordinateurs et nos laptops comme ça pour son bon vouloir. Donc la communication, je suis assez d'accord avec toi, hein, c'était nul. Sur la technique, en revanche, ce qui reproche à Apple d'avoir entraîné de l'obsolescence programmée. Alors évidemment, je mets beaucoup de guillemets autour de ce terme auquel j'ai du mal à adhérer. Je pense qu'ils ne comprennent pas que derrière, on a un problème qui est de la physique, qui est le fonctionnement des batteries au lithium-ion, hein, qui sont encore aujourd'hui un composant qui, malheureusement, c'est tragique, hein, mais on peut pas refaire le monde ni les lois de la physique, va se dégrader avec le temps. La batterie au lithium-ion n'a pas encore trouvé de moyen de faire en sorte qu'elle soit aussi bonne à jour 1 de l'achat et à jour 360. Mais alors, si c'est un problème technique, si je me fais un petit peu l'opposant dans cette discussion, tous les constructeurs en souffrent. Est-ce que ça veut dire que les téléphones Android s'éteignent sans crier gare aussi? Alors, on n'a pas eu d'affaires sur ce sujet, parce que aussi Apple est beaucoup plus médiatisé. Apple fait cliquer. Pas dire le contraire. Apple est un peu vu comme le premier de la classe, et donc on a la classe. Donc, j'ai pas vu vraiment d'affaires qui ont concerné des smartphones Android. Mais puis il faut avouer que sur Android, il y a peut-être plus de raisons de se dire ah oui, bah là il s'est éteint. Ils sont moins contrôlés. Le système est moins contrôlé, et il y a plein d'acteurs qui peuvent provoquer des problèmes. Donc on s'en soucie peut-être moins quand un Android s'éteint ou reboot. On se dit ah bah oui, c'est comme quand Windows reboot, quoi. Tu dis ah il y a eu une merde, je reboot, c'est pas grave. Oui, il y a peut-être de ça, et il y a de régler ces problèmes et de faire en sorte que les batteries soient utilisées à capacité, et qu'elles délivrent toujours la puissance nécessaire. Mais à un moment donné, cette puissance nécessaire ne va plus être disponible, et il va y avoir un bridage. C'est sûr et certain. L'autre alternative, c'est ce que faisaient les iPhones avant, c'est-à-dire qu'ils s'éteignaient pour préserver les fonctionnalités. C'est-à-dire que le processeur va demander à la batterie, donne-moi tant de jus. La batterie va dire non, mais j'en ai pas, t'es bien mignon. Du coup, ça va entraîner un risque, peut-être, j'en sais rien, d'explosion, d'inflammation, on n'en sait rien. Et du coup, le système décide plutôt de tout arrêter pour que préserve tous les composants internes. Le fait est que tant que les batteries seront au lithium-ion, et c'est là où on peut se dire, bah écoutez, oui, il faut investir dans la R&D pour c'est un comportement qui va exister. Donc Apple a fait, je pense, un des meilleurs mouvements pour préserver la batterie le plus longtemps possible et augmenter la durabilité des smartphones. Bon, on est à peu près d'accord, je pense, sur ce sujet. Je suis sûr qu'il y en aura dans l'audience qui seront pas du tout d'accord avec nous. Et bon, je crois que c'est une opinion qui peut se défendre. Sur l'implémentation d'Apple, c'est vrai qu'on peut leur reprocher de pas avoir été assez clair, mais en même temps, le fonctionnement, la philosophie de design même d'Apple, c'est
on sait gérer les problèmes, vous inquiétez pas, on vous en parle pas, on vous dit rien et on gère. Donc oui, là, c'était mal géré, mais c'est ce qu'ils font tout le temps. Donc s'ils devaient être aussi clair et aussi ouvert sur tout, Apple ne serait plus Apple et on aurait, enfin, c'est un petit peu plus la philosophie d'Android qui est une philosophie différente, qui a ses avantages et ses inconvénients aussi, hein, des deux côtés. Mais... Oui. Donc bon. Et sur les batteries, c'est intéressant ce que tu dis là précisément sur la communication, parce que j'ai lu, alors je partage pas vraiment cette opinion, mais en tout cas elle m'intéresse. C'est que si Apple avait communiqué, imaginez-vous un jour vous êtes sur votre iPhone et puis vous avez une pop-up, batterie ne permet plus de faire fonctionner à fond le processeur, on va le brider. Ouais. Donc déjà vous retrouvez avec ça tout de suite. Comment ça vous allez brider mon processeur, n'importe quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Votre batterie. Et là, on a une marée d'utilisateurs qui vont aller changer leur batterie. Pardon, ça a coupé. Tu disais, vous pouvez changer votre batterie? Oui, et donc là, imaginez qu'on ait une marée d'utilisateurs qui va aller changer ou dans ou ailleurs chez des tiers, qui va entraîner parfois des batteries qui n'ont pas besoin d'être changées. Ça aussi le problème, c'est que Apple s'est dit, si on dit ça, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au bout de 2 ans, ils vont tous changer leur batterie. Parce qu'ils vont se dire, oui, ok, au moindre ralentissement, c'est la batterie qui est fautive, donc on va aller en Apple Store et on va changer la batterie et ce sera réglé. Qui ne seront absolument pas fautives, qui vont être changées pour rien. Il va y avoir beaucoup de main-d'œuvre derrière qui va être employée à recycler ces batteries, à les renvoyer, enfin bref. Et puis accessoirement, écologiquement, c'est pas idéal non plus le fait de se mettre à changer des batteries plutôt que d'essayer de les garder aussi longtemps que possible. Donc, bien sûr, et c'est là aussi où qui était difficile à ajuster. Tu coupes encore, Julien, du coup. Je sais pas si tu t'es rééloigné des... Non, je suis toujours au même endroit. D'accord, bon, c'est aléatoire. Mais... Non, je disais simplement que le curseur était difficile à ajuster entre laisser l'idée de ce qu'il veut faire et donner quelque chose qui est, on va dire, scientifiquement vrai, entre guillemets. Je suis d'accord, c'était pas facile à communiquer du tout. Vas-y, Jeff, pardon. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi, c'est un exercice difficile. De la même façon que quand ta batterie arrive à 20%, le système t'offre de mettre un mode spécial pour garder ces 20% aussi longtemps que possible. Le mode basse consommation. Le mode basse consommation, ils auraient pu essayer d'offrir quelque chose qui est le processeur. Parce que je me rappelle avoir eu ces problèmes où d'un seul coup ton téléphone il bat en nouille, il se shut down au milieu d'un call, machin, etc. Ou quand tu fais du browsing, il y a un call en même temps. C'est assez désagréable. Donc je pense que c'est une question de communication et aussi d'offrir une espèce d'indicateur de santé de ta batterie en disant parce que c'est ce qu'ils font quand tu vas à l'Apple Store, ils vont faire des tests et puis ils disent non, la batterie elle est bonne ou la batterie il faut la changer. Je comprends pourquoi ils auraient voulu éviter cet afflux de gens qui veulent changer leur batterie juste histoire d'eux, parce qu'en gros t'entends ça, tu te dis de toute façon je vais changer ma batterie. Je pensais à ça par rapport au téléphone de mon épouse qui n'était pas intéressée par upgrader. C'est un 6 Plus. Je vais aller changer la batterie du 6 Plus pour $29, histoire d'eux. Ah ça, c'est ce que tout le monde va faire maintenant, effectivement. Oui, ça, c'est certain. Mais bon, de fait, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'ils vont ajouter à une prochaine mise à jour de l'OS les informations justement en question pour permettre aux gens de savoir où ils en sont. Pardon, vas-y. Non. Ah non, pardon. Je croyais que tu voulais dire quelque chose, Jeff. Mais oui, effectivement, au final, c'est un cas où ils ont clairement pas bien géré la communication, même si elle était, je suis d'accord avec Julien aussi, ça aurait été impossible d'avoir la bonne solution en fait. Chaque solution était une mauvaise solution. Et bon, tous les constructeurs qui disent non, nous on ralentit rien, on fait rien du tout, genre en réaction. Je crois que c'est pas non plus la bonne idée. Et si ensuite on dit il suffit d'avoir une batterie facile à remplacer, une batterie qu'on peut on peut ouvrir le téléphone et changer la batterie, la conversation devient carrément différente. On parle de carrément autre chose. Et à mon sens, c'est pas non plus forcément la bonne solution de design tout court quand on prend en compte d'autres facteurs. Donc bon, voilà pour notre avis sur ce scandale des batteries Apple. Je pense que, comme je le disais, il y a des gens qui vont pas être convaincus, et très bien, on pourra pas les convaincre. Peut-être un dernier point,
Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que l'affaire a été portée en justice et la DGCCRF, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, la DGCCRF, qui s'occupe justement, voilà, qui s'occupe du coup de l'industrie, du commerce, etc. en France, va faire une étude. Et parce que faut se souvenir que la France est le seul pays au monde où l'obsolescence programmée avec 12 000 guillemets est quand même reconnue officiellement comme quelque chose qui existe. Donc, on va quand même avoir une réponse juridique à un moment à cette affaire. Et quelle qu'elle soit, elle risque d'être intéressante à suivre. Ouais, moi je crois que la science est déjà établie sur ce sujet. Les experts savent de quoi il s'agit, donc ça me paraît un petit peu artificiel, mais bon, a priori je suis pas contre l'idée d'avoir une enquête indépendante, c'est très bien. D'ailleurs, l'obsolescence programmée, si on veut en parler, on peut parler des imprimantes, qui là pour le coup, je crois que le problème des imprimantes est quand même beaucoup moins simple ou plutôt beaucoup plus simple à juger, à juger plutôt. Et il y a le parquet a ouvert une enquête contre Epson spécifiquement dans ce domaine, et il y a aussi contre Apple une série de procès en groupe, je sais plus comment s'appelle ce terme, class action, de class action en anglais. Et d'ailleurs Intel se prend aussi des class action pour l'histoire de ces failles Meltdown et Spectre. Donc voilà, c'est la fête des class action. L'obsolescence programmée, on pourrait en faire tout un débat dessus. Moi, je crois que en général, ça gêne pas vraiment les constructeurs quand il y a des trucs qui encouragent les utilisateurs à changer de téléphone, mais de là à dire qu'ils implémentent ce genre de choses dans leurs produits, à de très très rares exceptions près, ça me paraît c'est contre-productif en fait, parce que tu crées des produits qui sont moins bons que ce qu'ils pourraient être. Et généralement, ça te revient sur le coin de la gueule. Donc, je pense, j'y crois pas trop, quoi. Sauf si ça fait cramer, sauf si in fine, ça fait cramer ton processeur ou ta mémoire parce qu'il y a la surchauffe. Et j'imagine que les gus d'Apple, c'était un peu de la protection qu'ils essayaient d'implémenter avec leurs algorithmes. Ouais. Bah oui, non, mais je pense sincèrement que c'était le cas. L'ordinateur, enfin, le téléphone qui s'éteint après quand la batterie, depuis quelques années, les batteries sont arrivées à un niveau et la consommation est arrivée à un niveau, la puissance des processeurs est arrivée à un niveau où on a ce genre de résultat. Le téléphone qui s'éteint quand tu l'as depuis 2 ans parce que la batterie suit plus, bah tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi, je vais aller chez la concurrence. Donc voilà, c'est une mauvaise expérience utilisateur qui nuit à la marque. Donc c'était l'intérêt de tout le monde de trouver une solution. Ouais. Écoutez, on a couvert nos 3 sujets principaux. On va continuer avec nos petits sujets, nos petites news et rumeurs, et on va voir combien de temps vous pourrez rester. Avant les news et les rumeurs, je voudrais quand même remercier très très chaleureusement les patriotes qui choisissent d'aller sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Vous savez que cette émission est entièrement financée avec les soutiens des auditeurs qui choisissent de participer. Aujourd'hui, je voudrais remercier Irix56, Nicolas Donnet, Guillaume Juge, Ludovic Bostral, Samu Archer, Bruno, Sam228, Laurent Decavel et Joe Laclasse, qui a vraiment la classe. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Vous le savez, cette émission n'a pas de publicité, pas de sponsor. Elle fonctionne uniquement grâce à vous, et si on réussit à continuer et à produire des émissions qui, j'espère, sont de qualité, c'est parce que ceux qui estiment que le produit est intéressant, distrayant, leur apporte quelque chose, ça vaut le prix d'un petit café, d'une petite bière, de quelque chose. Et ils vont sur Patreon, disent pour chaque épisode je donne $1, $2, $3, ce que c'est. À la fin du mois, ils sont facturés et c'est super simple, ça prend 2 minutes à faire. Donc si vous pensez que l'émission vaut la peine, si vous vous dites s'il y avait pas le rendez-vous tech, ça serait un petit peu chiant, allez voir sur patreon.com et demandez-vous si vous voudriez participer vous aussi. Ça prend vraiment 2 minutes. Le lien est dans les notes de l'émission, patreon.com/rdvtech. Et puis rappelez-vous que Patrick va bientôt être un heureux papa et que ça coûte très très cher, donc n'hésitez pas.
Supportez-le. Merci. Oui, je peux vous dire effectivement, enfin ceux qui sont parents le savent, c'est pas bon marché tous ces petits trucs et j'ai pas l'impression que ça s'améliore avec le temps. Hein. Attends qu'il demande la bagnole et après tu l'envoies au collège aux États-Unis. On en reparlera. Ouais, non mais tu vois déjà moi à l'étape où ils vont commencer à te vendre des iPhones, tout à coup je vais me transformer en apôtre d'Android. Je vais dire mais attends, ton Android 250 €, ça marche parfaitement bien. Mais bien sûr, c'est super bien ça. Qu'est-ce que tu racontes, iPhone machin la pomme. Mais non, mais tu leur apprends le hand-me-down. Donc tu achètes les nouveaux téléphones et tu leur donnes le précédent. C'est ça qu'on a fait depuis des années. Très bien. Effectivement, oui. Mais moi, je me servais de mes anciens téléphones pour financer les nouveaux, tu vois. C'était une sorte de culbute à chaque fois. Donc là, voilà, c'est fini. Mon enfant va me prendre le téléphone des mains comme la bouffe de la nourriture de la bouche. C'est terrible. C'est la première chose qu'il va faire ou qu'elle va faire quand il va sortir, c'est qu'il va te prendre ton téléphone. Voilà, paf. J'ai hâte. D'ailleurs, mon cœur, toujours pas de contraction? Toujours pas de contraction, c'est bon? Non? C'est bon, ok, bon, on peut continuer. Donc... Que c'est mignon! On voit un bébé en direct. Donc, le sujet donc que je voulais évoquer aussi, c'était cette histoire de Logan Paul qui a été faire cette vidéo scandaleuse au Japon. Patrick? Oui. Profiter de la transition pour aller rejoindre la conférence Samsung, comme ça au moins je pars à un moment où c'est cohérent. D'accord, très bien. Partir. Bon, voilà. y a pas de souci. Dis bonjour aux gens de chez Samsung pour nous. Malheureusement, ils n'auront pas le Galaxy S9 à te présenter. Non. Ça sera plus tard. Un Chromebook, j'espère, en tout cas. Au moins. Bon, amuse-toi bien. Merci beaucoup de nous avoir, de t'être joint à nous. Tu veux nous dire où on peut te retrouver, peut-être, avant de disparaître? Sur Numérama et sur mon compte Twitter, @JulienCDT, pour le reste du CES et pour après. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Julien. Bon courage. Et bonne chance avec CES. Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir invité, Patrick. Salut. Ça marche. Salut, Julien. Jeff, du coup, si toi t'as une heure stricte, une heure pile, tu peux disparaître aussi. Je peux finir l'émission tout seul. Oui, c'est un bon moment pour moi de partir. Donc, parce que j'allais dire effectivement, Logan Paul, c'est un gros crétin. Et malheureusement, c'est quand tu vois les réactions que tu as vues sur YouTube où tu as des gens qui ont été outrés, ce qui était un peu la réaction que tu aurais espéré, et d'autres tarés qui disent best video blog ever. Mais bon, tu ne te méprends plus ou tu ne te surprends plus du niveau intellectuel de certains de ces acteurs. Mais bon, bref. J'ai je peux essayer, si tu as 5 minutes, de prendre le contre-pied de tout ça. Ok. En fait, j'ai pas 5 minutes, mais t'as 3 minutes. Ok, 3 minutes. En fait, ce qui m'a un petit peu frustré, c'est que oui, cette vidéo. Alors pour ceux qui n'ont pas entendu parler, il est allé au Japon et il y a une forêt au Japon où les gens il y a beaucoup de gens qui vont se suicider dans cette forêt. Évidemment, absolument dramatique. Il est allé dans la forêt et il a trouvé le corps d'une personne qui s'était suicidée. Il l'a filmé, il l'a monté, il l'a mis sur YouTube et ils avaient une sorte des plaisanteries pendant le truc, peut-être nerveuses, peut-être pas. Le pire mauvais goût de l'histoire est évidemment quelque chose d'éminemment critiquable. Je pense qu'il y a aucun doute là-dessus. Maintenant, ce qui s'est passé ensuite, alors il s'est pris une énorme vague de consternation et de critiques, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Il s'est excusé par texte, pas très habilement, en vidéo. Moi, ça m'a paru assez sincère, son excuse, son mot d'excuse en vidéo. Et puis il a arrêté de poster. Ça fait plusieurs jours maintenant, une semaine, et en temps YouTube, une semaine, c'est très long. Et pendant ce temps, j'ai vu une sorte de lynchage public qui s'est perpétué, y compris sur ces vidéos qu'il a fait au Japon tout court, où effectivement il se comporte comme un sagouin, où toute la sphère Twitter, YouTube, etc., public, presse, site web, lui est tombé dessus comme si il était la lie de l'humanité, quoi. Et moi, ça m'a un petit peu choqué que ça soit aussi violent.
Parce que oui, clairement, sa vidéo sur le suicider est totalement inacceptable et lui est un abruti immature, provocateur, privilégié, complètement prétentieux, comment dire, engoncé dans ses privilèges. On est complètement d'accord là-dessus, mais en même temps, ce qu'il fait dans ses autres vidéos du Japon, c'est un petit peu, il achète des tentacules de poulpe et puis il tape ses amis avec, il jette des pokéballs en mousse, des petits machins de mousse sur les gens, il met sa vidéo dans le visage des gens, c'est irrespectueux. Mais c'est quand même pas. Enfin, j'ai vu des commentaires quand même disant que il fallait qu'il aille pourrir en enfer, que c'était huge piece of shit là, qui valait moins que rien. Enfin, la réaction a été tellement violente. Moi, je me suis dit, j'ai toujours tendance à prendre le contre-pied. Je me suis dit, mais pour les gens qui sont, enfin, les nazis qui ont été marcher à Charlottesville, le président de Volkswagen ou les gens de Volkswagen qui ont changé leur capteur pour polluer plus, les banquiers qui ont provoqué la crise des subprimes. Ok, eux, je comprends qu'on leur tombe sur la tête comme ça aussi violemment. Mais lui, c'est un petit peu, enfin, à notre époque, il y avait des gens qui allaient taguer sur les murs, il y avait Jackass sur MTV, c'est ce que je disais sur Twitter. Ce qu'il fait, c'est un petit peu l'équivalent de Jackass sur MTV de l'époque, mais à une fréquence YouTube, quoi. Hormis, encore une fois, cette histoire de suicider qui était innommable, le reste, franchement, c'est juste un jeune, il a 22 ans, il a connu la célébrité à 17 ans avec Vine, et voilà. Et il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah oui, mais il est horrible, il a fait ça, ça, ça et ça », je suis allé voir les vidéos. Bon, c'est pas pire qu'une vidéo de rap, c'est son frère, visiblement, Jake, qui a fait des trucs encore moins acceptables. Moi, j'ai trouvé qu'on y allait un peu fort, quoi. Tu trouves pas, Jeff ? Bah, c'est toujours le problème de comment tu calibres la réponse face à des trucs qui sont inadmissibles. Parce que ça peut être soit c'est une petite tape sur la main, tu recommences pas, machin, et en gros tu montres de la réserve, ce qui est ce que la plupart des gens font, et puis après tu vas avoir les gens qui sont vraiment outrés, qui ont décidé de prendre le gus en point de mire et qui vont effectivement surréagir. Mais est-ce que pour autant, c'est parce que ce qu'il faut, c'est en tirer des leçons et que les gens réfléchissent à ce qu'ils posent chacun une responsabilité par rapport à ça. Et donc, je pense que c'est une balance compliquée de trouver en gros combien il doit être mis au pilori versus tu vois, qu'il y a aucune amplitude dans la conséquence, parce que là manifestement il y a des réelles conséquences. C'était pareil avec PewDiePie quand il a perdu ses contrats publicitaires. Il a compris qu'il avait été beaucoup trop loin. Et s'il n'y a pas ce genre d'exemple qui existe, il y aura aucune retenue. Et donc je suis, tu vois, c'est exactement ce qui se passe avec tous les gus qui ont fait preuve de coercion sexuelle, etc. On en a vu encore un exemple hier soir lors des Golden Globes. En gros, parce que maintenant ils sont tous mis au pilori, qui perdent leur job, qui perdent leur contrat, etc., qu'on aura un environnement qui pourra, in fine, améliorer les conditions de travail et d'interaction pour des millions de femmes. Et il n'y a pas de notion de qu'est-ce que tu vas faire à Harvey Weinstein ou Kevin Spacey. C'est sûr, mais c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, mais il y a pour moi un problème d'intensité. J'ai l'impression qu'on réagit systématiquement, surtout avec les réseaux sociaux qui nous exposent à des trucs inacceptables en permanence. Il n'y a pas plusieurs niveaux de réaction, tu vois. C'est comme si on avait une réaction, C'est on-off. Mais voilà, c'est ça exactement. C'est soit on est outré à 120%, soit tout va bien. Et dès qu'il y a un truc qui nous dérange un peu, on est outré à 120%. J'avais la conversation avec Jérôme Kainborg sur Twitter. Il a fait une analogie qui m'a bien plu, et c'est avec celle-là que je vais conclure avant de te laisser partir. Il a dit c'est une réaction en fait on vomit un truc toxique, et donc la réaction est violente, mais c'est sain finalement parce que ça évite l'empoisonnement. La réaction est presque physiologique, et je comprends cette explication, cette analogie. Et moi, ce que je lui ai répondu, c'est que
c'est vrai, je le comprends dans certains cas. Le cas du harcèlement sexuel me paraît tout à fait approprié. Cette réaction doit être violente, mais j'ai l'impression que on vomit pas seulement les trucs toxiques, mais aussi dès qu'un truc a pas très bon goût, on se met à le vomir aussi. Tu vois, on peut pas juste dire ah ouais, mais ça c'est un peu moyen quand même. T'aurais pas dû. On est forcément en train de sortir les fourches et les pieux. Tu vois, donc c'est ce manque de mesure qui me dérange, mais je comprends ce que tu dis enfin, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut regarder quand est-ce que l'amplification pourrait être injustifiée. Et ce qu'il a fait, c'était vraiment débile, quoi. Sur le suicide, je suis d'accord. Sur l'histoire du suicidé, je suis d'accord. Mais je sais pas si t'as vu ces autres vidéos au Japon. Franchement, on est à un niveau, son crime capital, parce qu'il y a plein de gens qui sont distribués une vidéo de 2 minutes où ils montrent le pire de ce qu'il a fait. Et je te dis, c'est du niveau. Il va dans le marché de Tsukiji, pardon. C'est Jackass. Voilà, exactement. Il va dans le marché de Tsukiji et puis il monte sur les camions. Et même avec les gens, il dit poliment à la dame, ah, je voudrais vous acheter un poisson. Et puis après, il prend le poisson, il le tape mollement sur son ami. Tu vois, dans les rues de Tokyo. Oui, c'est pas malin, mais enfin c'est pas non plus comme je le disais, c'est pas les banquiers qui ont provoqué la crise des subprimes, tu vois. Alors bref, bon, je dis pas, c'est compliqué parce que je veux pas le défendre non plus, c'est clairement un type immature et critiquable et même il est clairement, enfin c'est un petit con quoi. Moi, j'aimerais qu'il revienne avec une vidéo où il parle des problèmes du suicide avec un expert, un truc sérieux où il va parler de ses problèmes et qu'il la mette sur sa chaîne, bien sûr sans la monétiser, et que voilà, ça sera un petit peu montré qu'il a, ça serait pas mal quoi. Qu'il a appris de l'incident. Et contrairement à PewDiePie qui se contente de rester devant son ordinateur à hurler quand il joue à des jeux qui font peur et qui a pas visiblement l'air d'avoir beaucoup appris de ses problèmes avec ses histoires de racisme, lui, il bosse énormément. Il est prétentieux, tout ce que tu veux, mais allez voir ses vidéos, certaines vidéos, bon, il fait beaucoup de choses. Enfin bref, bon, voilà, Logan Paul, bref. Merci Jeff d'être resté un petit peu plus longtemps. J'apprécie beaucoup. De rien. Donc on pense très fort et à ta chère et tendre pour l'arrivée du bébé. Tu nous tiens au courant évidemment sur Twitter. Meilleurs vœux pour ça. Et puis on se retrouve d'ici un petit mois. Ça marche. Si je suis pas encore en congé paternité, ça marche. Merci congé beaucoup Jeff. Congé paternité pour les podcasteurs. Awesome. J'ai préparé des émissions. Allez, la bise à tout le monde, une bonne année, bonne santé encore et à bientôt. À très bientôt. Ciao Jeff, merci. Donc, écoutez, on va conclure cet épisode juste tous les deux, vous avec les écouteurs dans les oreilles et moi qui susurre des mots doux. Donc, je voulais juste terminer avec cette histoire de Logan Paul pour dire que j'ai pas vraiment l'intention de le défendre lui-même. Il me semble qu'il a été un petit peu cloué au pilori presque un petit peu plus qu'il ne méritait, même s'il le méritait un peu, mais ce qui me chagrine le plus dans cette histoire, c'est surtout nous, en fait. C'est pour nous que je parle de ces histoires, parce que j'ai l'impression que nous, on est en train de se pourrir la vie à monter à 120% dès qu'il y a un truc qui nous contrarie un peu, et je pense que c'est pas sain. Et que les réseaux sociaux nous mettent devant les yeux, j'avais peut-être parlé dans un épisode précédent de cette idée de anti-bubble, qui nous montre toujours, contrairement aux bulles qui nous montrent des trucs qu'on veut voir, les anti-bulles nous montrent des trucs qui nous mettent hors de nous. Et comme de la même manière que les nouvelles nous montrent que des mauvaises nouvelles finalement, 90% du temps, les réseaux sociaux nous montrent des trucs qui nous énervent. Et ils sont disponibles tout le temps. Et il y aura toujours dans le monde des trucs qui nous énervent. Donc, si on ne réussit pas nous-mêmes à mettre un petit peu de mesure dans nos réactions, si on est toujours, dès qu'il y a un truc qui nous gêne un peu, si on passe à énervement maximum, comme je le dis parfois en plaisantant, on est choqué et outré, on est choutré maximum. Voilà, c'est maximum choutrage. Si on est toujours en mode maximum choutrage, ça c'est pas sain pour notre psyché, quoi, pour notre bien-être psychologique. Et quand on traîne trop sur les réseaux sociaux, on a ce genre de choutrage tout le temps.
Donc si on sait pas, si on n'apprend pas à réagir à ça, je pense qu'on en souffre au final. On sent bien parce qu'on a fait pleuvoir la justice sur le contrevenant pendant 2 minutes avec un tweet ou un RT ou un tweet énervé ou ce que c'est. Et puis 10 minutes plus tard, on est... je sais pas, je trouve qu'on retombe d'un truc qui nous a provoqué, qui nous a fait, je sais pas, générer de la dopamine ou un truc ou ce que c'est pendant quelques minutes, et puis après on se sent mal, quoi, parce que les choses vont pas bien, le monde est pourri, les gens sont méchants, donc il faut apprendre à gérer ça pour nous. C'est pas pour Logan Paul, je m'en fous de Logan Paul. C'est pour nous, les consommateurs de ces nouveaux modes de communication. Et donc voilà. Bon, je voulais préciser parce que il y a eu beaucoup de discussions qui ont eu lieu sur Twitter quand j'ai essayé d'en parler, peut-être de manière un peu malhabile ces dernières semaines. Je vais conclure avec quelques petits sujets rapides. D'abord, des trucs amusants, si on est un petit peu catastrophiste, avec les gestionnaires de mots de passe et certaines applications et certains jeux sur téléphone mobile. Il y a des sites qui utilisent les gestionnaires de mots de passe comme outil de tracking publicitaire. Alors attention, comment ça fonctionne ? C'est assez amusant. Il demande à votre gestionnaire de mots de passe, pour le moment uniquement ceux qui sont inclus à Google Chrome ou Safari, ce genre les gestionnaires de mots de passe intégrés, eh bien, il demande l'adresse email que vous utilisez pour le site que vous visitez ou pour un site qui fait partie du réseau. Et avec cette adresse email, ils ont, même si vous avez un bloqueur de pub, etc., ils obtiennent une information sur vous, votre adresse email, votre nom de compte, et donc même si ils ne vont pas avoir votre mot de passe ou ce genre de choses, c'est pas ça qu'ils vont obtenir. Ils ont l'adresse email et ils peuvent vous traquer comme ça à travers les visites ou même à travers les sites. Et il y a visiblement plusieurs réseaux qui utilisent cette technique. On espère qu'elle va être combattue très vite. Et on imagine que les gens de chez Google se saisissent du problème en ce moment même. Une autre chose qui est intéressante, c'est certains jeux utilisent une technologie qui active votre micro. Alors, il demande l'accès à votre micro et il ne faut pas le donner si vous pensez que le jeu n'en a pas besoin, parce que en ayant accès au micro, ils vont écouter ce qui se passe autour du téléphone, et si la télé est en train de fonctionner, eh bien ils vont analyser la télé, enfin analyser le son qui sort de la télé pour savoir ce que vous regardez, et donc vous construire un profil. Là encore, c'est des technologies qui sont mises en commun par différents réseaux qui vont construire votre profil de cette manière. Donc c'est la leçon là, c'est si vous n'avez pas besoin de donner l'accès au microphone à l'application que vous utilisez, eh bien gardez-vous bien de lui donner accès. Edward Snowden a prêté son nom à une application qui s'appelle Haven pour Android, et certains d'entre vous m'ont demandé et d'expliquer ce que faisait cette application. C'est une application de sécurité qui permet en fait de transformer un téléphone Android, a priori un téléphone Android bon marché que vous allez utiliser en plus de votre téléphone existant, comme super espion. C'est-à-dire qu'il se sert des capteurs du téléphone pour surveiller ce qui se passe dans une pièce. Il va prendre des photos quand il entend du son, prendre des photos quand il y a des mouvements du téléphone, ou quand il se passe quelque chose devant la caméra, et il va envoyer une alerte de la manière que vous avez configurée. Et donc il peut se servir de tous les capteurs, même du capteur de lumière, de luminosité, et donc ça transforme en fait votre téléphone en espion, mais en gentil espion, c'est-à-dire que c'est un espion qui va être utile pour vous protéger d'une éventuelle non pas attaque informatique, mais de quelqu'un qui pourrait vouloir venir chez vous pour voir ce qui s'y passe. Alors clairement, c'est pas tout le monde qui va avoir besoin de ce type d'application, mais si vous êtes dans un métier à risque, on peut penser à des journalistes notamment, comme ça a été le cas de ceux qui ont travaillé avec Edward Snowden, eh bien ça peut être une application qui vous serait assez utile. On peut imaginer qu'il pourrait y avoir des utilisations moins, acceptables, mais en tout cas c'est une application qui peut se révéler très utile pour certains. On va conclure avec quelques petits sujets. J'avais envie de dire amusant ou intriguant. D'abord, on dit au revoir aux cabines téléphoniques.
cabines téléphoniques, il n'y en a plus que, je crois, 250 en 2018. C'est France Télécom, ou plutôt Orange, qui a annoncé qu'ils n'avaient plus besoin des cabines téléphoniques. Alors ils en laissent dans certains coins très 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 reculés, mais sachez qu'il y en avait à la fin des années 90 300 000 en France. Aujourd'hui, il en reste 350. Donc rendez-vous compte, divisé par 100 000 le nombre de cabines en quand même presque une vingtaine d'années. Mais pour ceux qui se souviennent d'une époque où pour contacter quelqu'un, il fallait trouver une cabine et utiliser sa carte, ou même des pièces, si on remonte encore plus loin, je pense que ça vous fera un petit pincement au cœur. Des analystes sont en train de dire que Apple aurait une chance d'acheter Netflix avec l'argent qu'ils vont récupérer grâce aux nouvelles lois américaines sur les taxes. Ils vont pouvoir récupérer beaucoup d'argent, non pas économiser grâce aux taxes, mais plutôt on parle de l'argent qu'ils vont ramener aux États-Unis, alors qu'il est en ce moment stocké chez des entreprises qui appartiennent à Apple, mais qui ont leur argent dans d'autres pays, donc en Europe, en Chine, en Asie, etc. Ils évaluent la probabilité que Apple rachète Netflix à 40%. Ils évaluent la possibilité que Apple rachète Disney à 25%. Alors bon, c'est la société Citi qui donne ces chiffres. Ça semble quand même assez peu probable à mon sens, parce que Netflix n'a aucune envie de se vendre à Apple. Disney, surtout avec le rachat de Fox, ça sera très très cher. Ça me donne quand même l'occasion de reparler encore une fois de Netflix et même d'Amazon avec Prime Video, qui a des séries quand même de qualité. Je viens de découvrir encore une série qui est de super qualité, qui s'appelle The Marvelous Miss Maisel, qui est vraiment super sympa. Et ça me donne l'occasion de encore une fois dire à quel point là on est en train de sentir également avec le film Bright, qui a été produit par Netflix avec Will Smith, qui a eu un budget d'une $100 millions et qui a eu 11 millions de spectateurs le premier week-end. Alors c'est pas un film de très bonne qualité, j'aurais même tendance à dire que moi je l'ai trouvé assez mauvais, voire très mauvais, mais là où c'est encore intéressant, c'est que on a les Netflix et les Amazon, et Apple également, qui est visiblement en train de très sérieusement pousser vers la production de contenu, et il y en a d'autres qui sont en train de petit à petit entrer en concurrence avec les studios traditionnels. Et c'est un autre exemple des je sais que j'en parle souvent, mais c'est vraiment une tendance qu'on dénote ces derniers mois en particulier, dont on se rend compte ces derniers mois, c'est qu'ils sont en train de rentrer en concurrence avec une autre industrie qui n'avait rien à voir avec la tech, comme ça c'est arrivé plusieurs fois auparavant. Et cette industrie, c'est l'industrie de la production vidéo. Et qui aurait pu penser que la prochaine industrie qui allait perturber la tech, ça serait celle du cinéma et des séries télé, quoi, et de la télévision. C'est un autre exemple de ça, et peut-être qu'Apple rachèterait Netflix. Moi, j'y crois pas vraiment, hein, mais bon. Encore un exemple de ces gros titres, quand on dit Apple à 40% de racheter Netflix, évidemment, ça fait cliquer. Donc, c'est pas surprenant qu'on en ait entendu parler. Une autre histoire sur Apple qui est un petit peu surprenante, il y a deux frères italiens qui ont créé une marque de vêtements qui s'appelle Steve Jobs. Et ils ont, figurez-vous, gagné un procès qui avait été évidemment intenté par Apple, avec peut-être un but un petit peu mal choisi, puisqu'ils avaient focalisé sur le logo, qui est un J qui est clairement inspiré du Apple, donc le logo de cette marque Steve Jobs. Et ils ont perdu, et donc la marque Steve Jobs a le droit de continuer à exister en Italie, et ils sont en train de parler à d'autres partenaires partout dans le monde, visiblement. Donc il y a des vêtements Steve Jobs. Bon, c'est assez amusant, d'autant plus que Steve Jobs, justement, était quelqu'un qui portait à peu près toujours les mêmes vêtements. Donc, bon, bref, voilà, si vous voyez des marques, des vêtements Steve Jobs, sachez que ça vient de là.
Et puis enfin peut-être une dernière information avant de conclure cet épisode. La volonté du gouvernement de Macron, du président Macron, de mettre en place un système qui pourrait obliger les réseaux sociaux à supprimer les fake news rapidement durant les périodes d'élection. Et je crois qu'encore une fois, à chaque fois qu'on parle de sujets un petit peu qui sont initiés par un bord politique, on va avoir des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, en s'alignant sur leurs préférences politiques. Moi, ce que j'en retire, c'est ce que j'ai vu aux États-Unis lors de la précédente élection qui a mené à l'élection de Donald Trump. Au-delà du fait qu'on soit pour ou contre Donald Trump et de sa capacité à être président du pays, même si on met ça de côté, il y a clairement eu une intention, et on vise particulièrement les médias russes et les efforts étatiques de la Russie avec ce genre de mesures. Il y a eu une intention dans ce cas précis et possiblement dans le cas du Brexit, même si c'est moins avéré, de tenter de déstabiliser le pays. Et c'est des cas qu'on peut observer régulièrement et c'est pas quelque chose qu'on imagine. Alors, est-ce que c'est efficace ou pas? Je pense qu'on pourrait en débattre pendant longtemps. Je pense également qu'on peut se dire que ça a contribué, dans quelle mesure c'est plus difficile à dire, mais ça a contribué à la déstabilisation du pays, parce qu'il faut se rappeler que ce que cherchent ces campagnes de déstabilisation, c'est pas de faire gagner un tel ou un tel, c'est de provoquer de la zizanie, de provoquer de la combativité, de la division, par cette méthode de désinformation, de fake news, qui va creuser les fossés. Et étant donné qu'on est nous aussi, comme je le disais tout à l'heure, tout est lié finalement, qu'on est nous aussi très prompts, pour des raisons qui sont parfois physiologiques, à réagir à ce genre de choses et à propager les choses qui nous énervent le plus, il y a un vrai danger dans ce mécanisme de fake news. Donc, l'idée qu'on ait l'arsenal juridique en place pour contraindre les réseaux sociaux qui eux-mêmes ne savent pas comment gérer les choses vraiment, donc pour contraindre les réseaux sociaux à contrôler la chose, je ne sais pas si c'est possible. Et il y a quelques années encore, j'aurais dit que c'était a priori pas une bonne idée de les obliger à prendre des décisions sur ces choses-là. Mais là, si on est dans un cadre juridique, je me dis qu'il y a peut-être une voie à explorer et qu'il n'est pas forcément judicieux de rejeter cette idée par principe. Donc voilà, j'ai pas une réponse ferme et définitive, mais je crois que ce problème est suffisamment sérieux et suffisamment grave pour qu'on ne puisse pas dire c'est forcément une mauvaise idée. Maintenant, peut-être que vous avez des opinions différentes. Je serais très heureux de les entendre sur le blog de l'émission. Mais je crois que, effectivement, on est dans une situation et d'ailleurs, le monde entier est en train de considérer les choses de manière un petit peu différente par rapport à la tech, qui était censée être un monde idyllique. Et on se rend compte que les choses sont pas tout à fait comme ça. Donc, bon, bref. Autre sujet très vaste dont on pourra débattre dans quelques semaines, quelques mois et quelques années. Je suis sûr qu'il reviendra sur la table régulièrement. C'est donc avec toutes ces discussions que j'arrive à la conclusion de cet épisode. Je vous remercie évidemment de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et en ma compagnie pour ces quelques 15 dernières minutes. Je vous dis donc que... Alors, on va... Normalement, le bébé va arriver bientôt. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, dans quelques heures, quelques jours ou dans 10 jours, a priori pas plus. Donc, j'ai préparé des choses pour que les émissions continuent, que ça soit le Rendez-vous Tech ou le Rendez-vous Jeu ou même des émissions en anglais. Donc, a priori, il n'y aura pas d'interruption. J'espère, j'ai beaucoup travaillé ces dernières semaines pour que ça se passe bien. Il y aura des épisodes spéciaux dans certains cas, etc. J'espère que les épisodes vous plairont. Je pense qu'on a vraiment trouvé des sujets qui sont assez intrigants et qui sont parfois inexplorés. Donc,
je pense que ça vous plaira, vous pourrez me le dire. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'il n'y aura pas d'interruption comme je le disais. Je serai absent pendant quelques semaines, mais je reviendrai bien sûr début mi-février. Si jamais... non, on va même pas penser à ça. Par contre... Il y a eu des changements dans les autres émissions que vous avez certainement notés. C'est la première phase d'une évolution que je voudrais apporter au Rendez-vous Tech. Et il y a des choses qui vont changer, on va dire, premier trimestre 2018. Et ça va être des changements qui, je pense, seront appréciés de la plupart des auditeurs. Je vous en dirai plus quand je reviendrai de ce congé paternité. Je vous dirai exactement de quoi il s'agit. Les patriotes sont déjà plus ou moins au courant. Et je pense que ces changements, ces évolutions vous plairont. Il y avait des choses que je voulais faire et on est sur la voie. Donc, on verra. Peut-être que j'aurai plus le temps de faire quoi que ce soit d'autre que de changer des couches. Donc, il faudra que je revoie mes projets. Mais on verra où on en est dans quelques semaines. Si vous voulez mettre des commentaires sur tout ce dont on a parlé, surtout n'hésitez pas à venir le faire. Vous pouvez le faire sur frenchspin.fr, le blog bien sûr où je mets toutes mes productions, le rendez-vous tech si présent et le rendez-vous jeu où on parle de jeux vidéo. On a fait il y a quelques semaines un épisode où on résumait tous les meilleurs jeux de l'année 2017 avec des animateurs, des co-animateurs de talent. Notamment on avait J.K. Loret, Erwan Cario, Benoît Régnier alias Exerve et Diraen. Donc cet épisode c'était mi-décembre. Je vous encourage à aller l'écouter si vous aimez les jeux vidéo. On a tout un résumé de l'année 2018. On a aussi parlé ensuite avec Benoît pour l'épisode de toute fin 2017. Non, j'ai dit 2018, c'était 2017. On a aussi parlé pour le dernier épisode de 2017 de Nier Automata, qui est un jeu extrêmement populaire et dont beaucoup de gens parlaient en 2017. Donc on a fait un épisode spécial là-dessus à la toute fin de l'année dernière. Donc bref, le rendez-vous jeu c'est disponible également. Et enfin, un dernier mot pour vous rappeler que l'émission est bien sûr financée par les patriotes qui choisissent de venir donner des sous-sous sur patreon.com/rdvtech. Je vous rappelle que le lien est dans les notes de l'émission. Ça prend 2 minutes pour créer un compte. Si l'émission vous plaît, si elle vous amuse, si elle vous instruit, si vous pensez que c'est une émission de qualité et que vous pensez que la qualité mérite salaire, mérite paiement, eh bien, je vous encourage à aller sur patreon.com/rdvtech pour contribuer peut-être vous aussi. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez me retrouver sur Twitter sur NotePatrick, c'est @NotePatrick et sur Facebook c'est NotePatrick également. Je vous tiendrai au courant des évolutions des prochains jours et des prochaines semaines par ces biais-là. Et voilà, c'est tout. Je vous dis donc merci beaucoup de votre fidélité et puis je reviens très très bientôt avec plein de nouvelles pour vous. Je vous fais de grosses bises, je vous remercie une dernière fois et à très bientôt. Ciao ciao.